Eh bien le bonjour à tous, bien content de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien. On va donc évidemment aujourd'hui se faire une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP et on va donc démarrer par notre sommaire. Tout d'abord on va donc parler de l'officialisation du gel des moteurs en MotoGP, ensuite on reviendra sur l'évolution de la Ducati 2024 au cours de cette saison. On va ensuite donc voir des propos de chez Honda par rapport à l'arrivée de Romano Albesiano et ensuite par rapport à l'autre constructeur japonais Yamaha. On verra donc des propos de Max Bartolini sur ce fameux V4 attendu pour la saison prochaine. Et on terminera cette vidéo par rapport à la polémique qu'on a pu avoir lors de la course du Japon, mais précisément pour la catégorie Moto 2, cette polémique qu'on a eue sur le pilote Manu Gonzalez avec donc le sponsor titre de l'équipe Gresini, QJ Motors. Et on va donc démarrer par l'officialisation du gel des moteurs pour cette catégorie MotoGP en 2026. Alors on en avait déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo, mais ce n'était encore que des rumeurs. Là ça y est, maintenant c'est totalement officiel. Alors comment ça fonctionne en MotoGP? On doit donc homologuer un moteur avant le début de la saison et ce moteur ensuite on ne peut plus le changer tout le long de la saison. Il faut attendre la saison d'après si on veut changer le moteur. C'est normalement la règle de base, mais maintenant il y a aussi quelque chose qui a évolué, c'est qu'on a vu l'apparition donc des concessions et donc par exemple les deux constructeurs japonais, grâce à leur grade de concession, eux ils peuvent changer leur moteur au cours de la saison et c'est quelque chose qu'on a vu par exemple chez Yamaha. Et donc techniquement actuellement avec le grade de concession qu'ont les constructeurs japonais, ce gel des moteurs, encore une fois techniquement, ne concerne actuellement que les constructeurs européens. Alors comment ça va fonctionner? Le moteur que vont donc homologuer les constructeurs européens en 2025 sera le moteur qu'ils auront aussi en 2026. Voilà, c'est vraiment très simple. Mais par contre, ça met quand même une sacrée pression parce que, bon, on peut quand même imaginer que pour Ducati, la chose est bien rodée. Et donc, évidemment, eux, ils ont déjà un très bon moteur. Donc, pour eux, c'est une histoire quand même, je pense, assez bonne. Par contre, pour KTM et Aprilia, on sait qu'on attend des évolutions par rapport à ces motos. On cherche encore un axe de développement. Donc, le moteur qu'on apportera pour la saison 2025, j'espère que pour ces deux constructeurs européens, et bien justement, on aura un bon moteur parce qu'il va durer 2 ans. Alors pourquoi toute cette histoire? Tout simplement pour amener la saison 2027 avec, je rappelle, le nouveau règlement qui va apporter ce changement de moteur avec du coup des moteurs qui vont passer à 850 cm3 contre 1000 actuellement. Et donc la Dorna a décidé d'encadrer un petit peu tout ça pour permettre aux constructeurs de pouvoir bien travailler sur l'avenir du MotoGP et sur donc ces nouveaux moteurs. Allez, maintenant pour deuxième sujet, on va parler un petit peu de l'évolution de la Ducati 2024 qui normalement devrait donc être maintenant stoppée. Mais vous allez voir que c'est une histoire un peu plus complexe que je trouve assez intéressante. Ces derniers temps, par exemple, Francesco Bagnaia s'est plaint du fait que le pneu arrière apparemment qu'a apporté Michelin au cours de cette saison avec son excellente adhérence poussait l'avant au freinage plus que par exemple l'année dernière et que c'était donc ce qui causait beaucoup de chutes, par exemple donc pour les deux pilotes en tête du championnat du monde, Jorge Martin et Francesco Bagnaia. Et Pecco a donc suggéré que justement il y avait une pièce qui pourrait bien l'aider, c'est le châssis qu'on a testé lors des tests de Misano, qui devrait être normalement soit le châssis de 2025, soit les prémices du châssis 2025. Et donc on se posait cette grande interrogation, est-ce qu'on va apporter cette nouveauté à Pecco pour qu'il se sente mieux, pour qu'il puisse donc être mieux par rapport à la lutte au championnat du monde? Et finalement, d'après les informations qu'on a pu avoir, ça ne devrait pas être le cas. Alors pourquoi? D'après les informations qu'on a pu avoir, c'est une question de contrat. Ducati a pour contrat apparemment que s'ils apportent des nouveautés au sein du team usine, ils doivent aussi les donner au sein du team Pramac. Donc en gros, tous les pilotes avec une moto 2024 doivent recevoir les évolutions. Sauf que là, on se retrouve dans un souci, c'est que par exemple, si on apporte cette pièce et qu'on la donne donc, comme on a pu le comprendre du point de vue des contrats, à tous les pilotes, ça veut donc dire donner un prémisse de ce châssis 2025 ou le châssis 2025 à Enea Bastianini qui va rejoindre KTM, mais aussi donc à Jorge Martin qui va rejoindre Aprilia. Et vous imaginez bien que chez Ducati, on n'a pas vraiment envie de montrer sur quoi on travaille pour la saison prochaine. Et donc apparemment, ça serait pour ça qu'on n'apporte pas cette évolution pourtant souhaitée par Francesco Bagnaia et qu'on a décidé d'arrêter le développement de cette GP24 et d'attendre donc la fin de la saison pour ensuite commencer le développement évidemment
concrètement de la GP25. Allez, maintenant on va donc revenir sur cette arrivée majeure chez Honda pour cette future saison, l'arrivée donc du nouveau directeur technique Romano Albesiano qui est actuellement le directeur technique d'Aprilia, et c'est vrai que c'est un changement qui peut être majeur pour le constructeur japonais et on attend évidemment beaucoup de lui pour espérer redorer un petit peu le blason du constructeur japonais, mais bon, globalement de faire en sorte que cette moto à l'avenir soit de plus en plus performante pour de nouveau arriver à concurrencer les Européens. Et justement, les deux pilotes Honda Usine en ont parlé, je trouvais ça quand même assez bien de se voir tout ça. On va donc commencer par Joan Mir. Le pilote espagnol a déclaré: il était là quand Aprilia a dû surmonter des défis similaires aux nôtres. Il sait ce qu'il faut pour redresser la situation et je suis convaincu qu'il peut nous apporter cette perspective. Les ingénieurs japonais sont talentueux, mais il est crucial de réduire notre délai de création pour que nous puissions enfin combler l'écart. Marini, lui, a déclaré: Aprilia a fait des progrès impressionnants en matière d'adhérence et de maniabilité. Albesiano peut nous aider à comprendre et exploiter cette adhérence sur les angles, ce qui est crucial lors des sorties de virage, et qui, je rappelle, est l'un des gros problèmes de cette Honda, ce fameux souci d'adhérence. C'est aussi la même chose techniquement chez Yamaha, on cherche de l'adhérence pour les deux constructeurs japonais, et on croise les doigts justement qu'Albesiano pourra aider de ce point de vue-là. En tout cas, Luca Marini conclut en disant quand même: je ne pense pas qu'Albesiano changera toute la philosophie de Honda, mais il sera un ajout important. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais l'équipe travaille fort et je pense que l'année prochaine, nous serons plus compétitifs. Et c'est vrai que quand on y pense, on a quand même pas mal de bonnes choses, de points positifs justement pour l'avenir de Honda en tant que pilote test. Je rappelle qu'on a l'arrivée d'Aleix Espargaro qui devrait franchement aider normalement du point de vue du développement. On a donc l'arrivée d'Albesiano qui, je l'espère aussi, du point de vue du développement de cette moto, va pouvoir mieux aiguiller justement le développement de cette machine. On a quand même des pilotes performants. On a Johann Zarco qui est aussi un pilote avec énormément d'expérience et qui aujourd'hui est, je pense, un atout majeur pour le constructeur japonais. Alors on aura aussi un jeune pilote qui pourra peut-être faire parler un petit peu sa fougue, Shamkat Chantra. Bon, maintenant, je sais pas trop ce que ça va donner pour lui sa première saison sur la Honda en MotoGP. Je veux pas l'enterrer, on verra bien. Ensuite, dans le team Usine, bon, on a deux pilotes qui sont en difficulté. Joan Mir est en difficulté, Luca Marini est en difficulté, mais c'est quand même des pilotes qui ont aussi du potentiel, qui ont aussi du talent. Joan Mir, c'est quand même un champion du monde. Alors oui, je sais déjà ce que vous allez me dire, c'est pas le plus grand des champions du monde, mais ça reste quand même un champion du monde. Donc, chez Honda, j'ai envie d'y croire un petit peu. Alors, c'est ce que je dis tout le temps. Attention, je suis pas en train d'essayer de vous vendre que la saison prochaine, je m'attends à voir Honda faire des podiums et faire des victoires ou se battre pour le championnat du monde. Bien évidemment que non. Mais dans cette fin de saison 2024, tout doucement, on voit des petites notes positives qui se mettent en place, des pilotes qui sont un petit peu mieux, des performances qui commencent à se montrer. On a vu Johann Zarco faire des choses intéressantes en essai ou encore en course. Tout doucement, on a l'impression que, voilà, les choses deviennent de plus en plus positives, sans parler encore d'évidemment quelque chose de complètement génial, mais il y a du mieux, donc je croise les doigts qu'en 2025, on verra de nouveau Honda continuer de monter les marches. Et vu qu'on parle un peu des constructeurs japonais, j'avais évidemment aussi envie de revenir un peu sur l'évolution de Yamaha. Et justement, on va se voir les propos du directeur technique, du constructeur japonais, Max Bartolini, qui revient sur ce fameux moteur V4 qui, je pense, est attendu par beaucoup. Moi, je l'attends énormément et j'attends de voir la moto qui va justement être construite autour de ce V4. Donc du coup, regardons les propos de Max Bartolini. Il a déclaré: nous en avons lancé la construction, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Nous n'avons encore rien sur le banc d'essai et encore moins la moto qui l'accompagnera. Passer au V4 signifie créer une toute nouvelle moto, de fond en comble. Il ne suffit pas d'intégrer un nouveau moteur dans un châssis existant. Cela nécessite une refonte complète. Le moteur actuel a encore du potentiel, mais en tant que seul constructeur à utiliser un moteur en ligne, nous n'avons aucun point de référence en termes de châssis et d'interaction avec les pneus. Avec toutes les autres marques utilisant le V4, cela impose des stratégies différentes pour le développement. Nous n'avons pas encore de V4, donc toute comparaison reste purement théorique. C'est une période passionnante. Nous sommes à un tournant et l'expansion du projet de développement avec Pramac nous offre des perspectives fantastiques. Les essais avec 4 pilotes sur 4 Yamaha M1 seront incroyablement
révélateur. Voilà donc les quelques déclarations de Max Bartolini sur ce fameux moteur V4. Alors j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais normalement, pour l'instant en tout cas, on attend ce moteur V4 la saison prochaine, vers la mi-saison, mais uniquement en test. Alors après, si c'est une énorme réussite, peut-être que ce V4 et la moto qui en suit sera donc la moto de la deuxième partie de saison, je ne sais pas, mais normalement ce moteur est attendu uniquement pour des tests. Mais je trouve ça assez intéressant parce que ça revient aussi sur un point que j'avais abordé dans la précédente vidéo, c'est que là, changer l'architecture moteur, ça veut donc dire aussi changer toute la moto. Et ça va être un enjeu majeur pour Yamaha parce qu'on va devoir globalement redessiner l'entièreté de cette Yamaha. Et c'est un enjeu majeur, comme je l'ai déjà dit, mais c'est un travail énorme, c'est un investissement énorme. Donc j'ai une hâte énorme de voir qu'est-ce que va donner les prémices de cette Yamaha avec ce V4. En tout cas, à l'image de ce qu'on a pu dire aussi chez Honda, il y a pas mal de choses assez positives chez Yamaha. Tout d'abord, on a la preuve d'un investissement donc majeur pour l'avenir de cette moto, mais aussi quelque chose qui est très important, et justement Max Bartolini en a parlé, c'est l'arrivée de Pramac. Avoir 2 pilotes en plus pour tester. J'espère que ça va vraiment aider pour justement avoir beaucoup plus d'informations et pour tout simplement travailler à l'avenir beaucoup plus vite sur le développement de cette machine, que ce soit avec un 4 cylindres en ligne ou encore avec le V4. On avait vraiment besoin d'avoir 2 nouveaux pilotes. J'espère que ça va franchement aider Yamaha. On a aussi beaucoup de chemin à faire. On a pu voir, je trouve, ces derniers week-ends, des choses aussi positives. Fabio Quartararo, qualifié donc directement en Q2, qui a fait des bonnes choses, lui aussi donc de très bonnes choses en course. Donc dans l'ensemble, on voit aussi des choses positives pour Yamaha, et ça fait plaisir que d'un point de vue général, pour les 2 constructeurs japonais, on puisse voir des voyants au vert. Après, même commentaire, il faudra voir l'évolution des constructeurs européens, mais il y a des choses qui sont, je pense, à souligner et qui sont donc positives. C'est important aussi d'en parler parce que c'est sûr que des choses négatives, que ce soit pour Yamaha et pour Honda, on en a énormément parlé au cours de cette saison, la saison dernière, pendant la pause hivernale. Bref, il y a eu beaucoup de choses évidemment critiquables chez les constructeurs japonais. Il y a du mieux, c'est pas encore la révolution, mais il y a du mieux, et ça fait plaisir. Alors maintenant, juste pour conclure, ce qui va peut-être un peu tempérer la positivité que j'ai dit juste avant, c'est que je me pose quand même pas mal d'interrogations si oui ou non ce projet va fonctionner. Dans les commentaires de la précédente vidéo, où justement on parlait de ce moteur V4, certaines personnes disaient « Oui mais regarde, Honda, ils ont un moteur V4 et pourtant ils rament tout autant ». Et c'est pas faux. Et c'est vrai qu'on attend, pour beaucoup, je pense, ce moteur V4 comme un messie chez Yamaha, mais peut-être que ça sera une déception énorme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu, moi, personnellement, parce que j'avoue que je fais partie des personnes qui espèrent vraiment voir ce moteur V4 et donc cette nouvelle moto autour de ce moteur être une machine qui apporte vraiment un énorme gain de performance et voir les pilotes donc très satisfaits et pouvoir envisager donc rapidement ou peut-être à court terme, Yamaha beaucoup mieux du point de vue donc des résultats et de la performance. Sauf que peut-être que du coup la saison prochaine on se dira en fait c'est une catastrophe. Et ça j'avoue que du coup ça m'inquiète un petit peu. Donc après je vais pas en parler pendant 50 ans parce qu'évidemment pour l'instant, comme vous l'avez bien compris, ce moteur V4 il y a pour l'instant encore rien de concret. Donc on va pas commencer déjà à être négatif ou à envisager quelque chose de négatif. On va espérer et croiser les doigts que ça va être positif et que justement ça va être une très bonne chose, mais il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de ce projet. Ça va être quand même, je le répète, un énorme bouleversement, un énorme changement pour le constructeur japonais, et ça peut fonctionner, mais ça peut aussi malheureusement rater. Allez, maintenant pour tout dernier sujet, on va donc revenir sur une polémique qu'on a pu avoir lors de la course Moto2 sur le circuit de Motegi, une polémique qui concerne donc Manu Gonzalez, qui est un pilote Gresini et qui, sur la grille de départ, a été aperçu avec un ruban, qui est donc assez symbolique donc au Japon. Ça s'appelle un Hashimaki, j'espère que je le prononce bien, et donc pour beaucoup de gens, par exemple comme moi, en voyant ce ruban, on ne se dit pas que ça pourrait créer de gros problèmes. Et finalement, oui, il y a eu une polémique par rapport à tout ça. C'est donc QJ Motor, qui est le sponsor titre de Gresini en Moto2, qui, d'après les informations qu'on a pu voir, apparemment a demandé le licenciement de Manu Gonzalez de l'équipe Moto2 Gresini à cause du fait qu'il a porté ce ruban. Alors vous allez me dire,
Pourquoi? Eh bien justement, je me suis un petit peu renseigné et il faut savoir que ce ruban, ce hachimaki, il est associé aux forces militaires japonaises lors de la Seconde Guerre mondiale. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont fait beaucoup de choses liées évidemment à la guerre en Chine, beaucoup de choses qui évidemment ont marqué le peuple chinois. Et justement, Kuji Motor, encore une fois, le sponsor titre de Gresini, c'est un sponsor chinois. Et vous imaginez bien qu'ils n'ont absolument pas apprécié de voir ce ruban lié à un pilote de l'équipe qui sponsorise. Kuji Motor aurait donc apparemment publié ce communiqué en disant « Bien que l'acte soit involontaire de la part de Gonzalez, ce comportement a blessé les sentiments nationaux des coureurs et du peuple chinois. Nous avons demandé que les images et vidéos en question soient immédiatement supprimées et que l'équipe Gresini mette fin à sa coopération avec le pilote. » À noter que Gresini n'a pas encore annoncé de mesures justement qui iraient à l'encontre de Manu Gonzalez. Il faudra voir comment cette histoire évoluera. Une histoire donc, vous l'avez compris, assez compliquée. J'attends pas mal votre avis sur la question. Alors, dans un premier temps, moi je comprends tout à fait le souci, et je comprends tout à fait que Kuji Motor se sente blessé par justement ce symbole, par ce ruban, et je comprends qu'on soit agacé et qu'on demande des mesures. Maintenant, comme ils peuvent le dire dans leur communiqué, et comme on peut évidemment le comprendre, on a bien compris que Manu Gonzalez, lui, il a porté ce ruban parce que c'est un symbole pour le Japon, et évidemment qu'il ne pensait pas à mal. Alors oui, il a fait une erreur, mais les erreurs, ça arrive. Ce que pour moi, on doit retenir de cette histoire, c'est que Manu Gonzalez, il n'a pas fait exprès, il n'avait pas de mauvaises intentions. Donc je trouve quand même dans le fond que c'est très très dur de demander le licenciement du pilote. Oui, peut-être qu'on doit taper un petit peu sur les doigts et expliquer la situation et que ça ne se reproduise pas, mais de là à aller à demander un licenciement... ouais, c'est quand même beaucoup. Pour moi, ceux sur lesquels on devrait taper un peu sur les doigts, c'est plus Gresini que le pilote. Le pilote, c'est un pilote. C'est à Gresini, c'est à son équipe d'encadrer le pilote et de faire en sorte que justement ce genre de choses n'arrive pas. Donc... c'est une situation très complexe, je comprends et j'entends les soucis aujourd'hui de Kuji Motors et le sentiment qu'ils ont, mais je trouve quand même que de demander le licenciement d'un pilote, c'est trop au vu de la situation. Alors du coup, qu'est-ce que ça a donné? Manu Gonzalez, il a évidemment fait des excuses pour essayer de calmer un petit peu la situation. Il a donc déclaré « J'ai écrit ce message pour m'excuser auprès de toute personne en Chine qui a été offensée par certaines de mes photos prises sur la grille de départ du Grand Prix du Japon à Motegi. Ce n'est pas un message politique, c'était simplement des images liées au pays qui nous a accueillis pour la course. Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect ou d'offenser les sentiments du peuple chinois. C'était un geste irrespectueux, involontaire, et j'en suis désolé, encore une fois, et j'espère pouvoir être pardonné et avoir toujours votre soutien. Merci. Et personnellement, je trouve que c'est un très beau message et aussi une bonne chose et j'espère que ça va permettre de calmer la situation et de faire en sorte que Kuji Motors revienne donc possiblement sur cette idée de faire licencier le pilote et qu'on puisse correctement terminer la saison au sein du team Gresini pour le sponsor mais aussi pour le pilote. Et on rappelle qu'après, à la fin de la saison, Manu Gonzalez quittera justement Gresini et rejoindra une nouvelle équipe, mais ça, ce n'est pas lié à cette histoire. Alors petite information de dernière minute qui vient de tomber pendant le moment où je fais le montage de la vidéo. On n'a pas l'impression que cette histoire tourne dans le bon sens parce que sur le site Moto2 du team Gresini, Kuji Motor a complètement disparu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on va avoir donc une séparation entre Gresini et le sponsor, ça laisse en tout cas penser ça. Peut-être que du coup, Manu Gonzalez va bien rester au sein de l'équipe et que Gresini a préféré se séparer du sponsor plutôt que le pilote. Bon, c'est quand même dommage d'arriver dans une telle situation, mais bon, c'est comme ça. Il va falloir voir dans les jours à venir comment tout ça va s'officialiser et donc évoluer. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous vendredi pour la vidéo débrief de la journée, évidemment, du MotoGP sur le circuit de Phillip Island. Je vous dis bye bye les potes, ciao.